Chapitre 6. Vallotton avance à grands pas. Puis l'image s'est brouillée. Il n'y avait plus rien à voir. D'ailleurs, j'en avais déjà trop vu. À force de regarder des images que je ne voulais pas voir, des larmes ont coulé de mes yeux irrités. Je suis resté prostré quelques minutes devant le téléviseur allumé. J'ai songé à Jacques Mazy, le restaurateur. Cet homme avait bien été assassiné. Et les tueurs étaient à présent sur le point de tuer ma mère. Pourquoi n'avais-je pas tout déballé à Vallotton hier? Pourquoi? J'ai vraiment cédé à la panique durant quelques minutes. Ma mère, ils vont la tuer. J'ai même failli téléphoner à Vidéo Movie pour leur annoncer qu'ils pouvaient compter sur moi. Je ne dirai rien aux flics. Et puis, j'y ai renoncé. Tous les employés n'étaient probablement pas impliqués dans cette affaire. Le gars qui décrocherait le téléphone avait toutes les chances de ne rien comprendre à mes paroles. Une maladresse pouvait mettre la vie de ma mère en danger. J'ai essayé de rassembler mes esprits et de me calmer. Tout n'était peut-être pas perdu. Une seule certitude, le petit chauve de Vidéo Movie trempé dans l'affaire. C'est lui qui m'avait joué ce tour de passe-passe. Il avait sorti la cassette de Taxi et l'avait remplacée par un message concocté à mon intention. J'étais coincé. Si je parlais à ma mère, je la mettais en danger. Je ne voyais pas d'issue possible. Je me suis discrètement avancé à la fenêtre. J'ai tenté de voir si un homme observait l'immeuble. Personne. Évidemment, le guetteur pouvait très bien se trouver dans une voiture ou à l'affût sous une porte cochère. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte de l'appartement. Tout de suite, j'ai pensé à un autre cadavre. Et puis, à un tueur envoyé par le vidéoclub. J'avais les yeux fixés sur la porte. Après quelques secondes, on a à nouveau frappé. « Qui est là? Qui est derrière la porte ?»« C'est l'inspecteur Vallotton, Léo. Ouvre-moi. » Je lui ai répondu que j'arrivais, d'une voix mal assurée. Avant d'ouvrir, j'ai quand même pris le temps de sortir la cassette du magnétoscope, de la replacer dans le boîtier et de cacher le tout dans mon sac. Puis j'ai ouvert la porte. « Tu en as mis du temps, » a remarqué Vallotton. « Tu croyais sans doute avoir affaire à un nouveau cadavre, et tu hésitais à lui ouvrir, n'est-ce pas ?» souriait-il. Toujours aussi psychologue, cet inspecteur. C'est exactement ça, j'ai répondu. Cet imbécile trouvait sa blague excellente. Il rigolait en se tenant le ventre à deux mains. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, inspecteur ?»« J'aimerais que tu m'accompagnes au domicile de Maxime Corty. »« Moi? Mais pourquoi faire ?»« Je sais qu'il s'agit d'une procédure totalement inhabituelle, mais tu es mon seul témoin, Léo. En fait, je suis persuadé que Corty est entré dans ton immeuble pour des raisons professionnelles. Il cherchait quelqu'un. »« Et vous pensez que l'assassin est la personne à qui Corty est venu rendre visite ?» L'inspecteur a souri. « Tu sais que tu ferais un bon policier, Léo ?» J'ai évité de répondre à Vallotton que je ne tenais pas trop à devenir comme lui. « Ça n'explique pas pourquoi vous avez besoin de moi ?» Corty était un enquêteur très rigoureux. Pour toutes ses affaires, il a constitué des dossiers dans lesquels il a classé ses notes et des dizaines de photographies de suspects et de témoins. Je me disais que parmi ces clichés, tu pourrais peut-être reconnaître quelqu'un qui fréquente régulièrement l'immeuble. Il m'a tendu mon blouson sans me laisser le temps de réfléchir. Un instant, je me suis demandé si c'était un piège. Vallotton aurait-il mis la main sur une photo me représentant en train de voler une vidéo? J'ai scruté son visage de nain de jardin, mais je n'ai trouvé aucune réponse à ma question. Ensuite, j'ai pensé au tueur et aux menaces qui pesaient sur ma mère. Quelle sera sa réaction en me voyant en compagnie de Vallotton? Il pourrait penser que j'avais tout balancé à la police. On doit y aller tout de suite? On n'a pas de temps à perdre. J'étais pris au piège. Pendant une seconde ou deux, j'ai songé à lui avouer la vérité. Mais au dernier moment, je me suis rappelé le message du film que je venais de voir. Si tu parles aux flics, on tue ta mère. Je n'avais plus le choix. J'ai enfilé mon blouson et nous sommes partis. Nous étions à peine dehors, Vallotton et moi, que j'ai aperçu l'employé du vidéoclub, le crâne rasé, celui qui cause peu. À première vue, il ne semblait pas vraiment faire attention à moi. Assis au volant d'une voiture bleue, il regardait droit devant lui. Pure coïncidence? Vallotton m'a demandé de me dépêcher si bien que j'ai perdu de vue le crâne rasé. Un chauffeur attendait dans la voiture de police banalisée. Pendant le trajet, j'ai tenté de savoir si la voiture bleue nous suivait. En même temps, je ne voulais pas attirer l'attention de Vallotton. Aussi,
Je ne me suis retourné qu'une seule fois. Un incident s'était produit sur la chaussée et j'ai utilisé ce prétexte pour jeter un coup d'œil vers la lunette arrière, histoire de repérer la voiture bleue. Je ne l'ai pas vue. L'immeuble où avait vécu Maxime Corty était situé non loin de chez moi, 1 kilomètre tout au plus. Mais à cause de la circulation parisienne, la voiture a mis une bonne dizaine de minutes à parcourir cette distance. De temps à autre, la radio crachotait des informations sur un suspect ou sur la position d'une patrouille, mais ni Vallotton, ni le chauffeur n'écoutaient. La voiture s'est arrêtée en double file devant l'immeuble de Corty. En descendant, j'ai observé les voitures sur le boulevard. Rien de suspect. « J'ai annoncé notre visite à Madame Corty », a déclaré Vallotton. « Elle nous attend. » La porte d'entrée s'est ouverte automatiquement et nous sommes montés au 2e étage. Une vieille femme maigre, portant des lunettes noires, nous attendait sur le seuil. « C'est vous, inspecteur ?» ?»« Oui, madame. C'est à nouveau moi. » Nous sommes restés tous les trois quelques secondes sans parler. Madame Corty a brisé le silence. « J'ai l'impression que vous n'êtes pas seul, inspecteur. » Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris qu'elle était aveugle. « Oui, excusez-moi. Voici Léon Eken, le jeune homme qui a découvert le corps de votre mari. » J'ai prononcé quelques mots hésitants, mais je ne suis pas certain qu'elle ait compris. En fait, une espèce de bouillie est sortie de ma bouche. J'avais eu envie de lui présenter mes condoléances. Et, dans le même temps, ma timidité m'en a empêché. J'espérais seulement que le mari de cette pauvre femme n'était pas vraiment mort à cause de moi. Madame Corty nous a fait signe d'entrer. Nous avons pénétré dans un appartement sombre et défraîchi. Les meubles et le papier peint avaient probablement été à la mode 30 ans plus tôt. Tout était gris et sentait l'ennui. Je suis resté debout dans le salon. La femme m'a touché l'épaule très doucement, sans la moindre hésitation. On aurait pu croire qu'à partir du moment où elle avait entendu ma voix, elle savait parfaitement où je me trouvais. « Tu crois que Maxime a souffert, mon garçon ?» J'ai dû me racler la gorge plusieurs fois avant de répondre. « Je n'ai pas vraiment assisté au meurtre, madame. Lorsque j'ai ouvert la porte, il était déjà mort. » Sa main a serré plus fort mon épaule. « Hier soir, je me suis rendu à la morgue avec ma fille. J'ai touché le visage de Maxime comme je le faisais tous les jours, mais ce n'était déjà plus lui. La mort avait fait son travail. » Quelques larmes ont suivi le sillon de ses rides, mais elle s'est immédiatement essuyé le visage d'un revers de la main. « Je suis désolé. Vous n'êtes pas venu pour me regarder pleurer, mais pour retrouver le meurtrier de Maxime. Venez. » Nous l'avons suivie dans un couloir au bout duquel elle a ouvert une porte. « Vous avez la permission de consulter tous les documents. Mais j'ai déjà dit à l'inspecteur, par égard pour le travail de Maxime, aucun dossier ne sortira de cette pièce. Ils sont la propriété de sa clientèle. » Le bureau de Maxime Corty était impeccable. Un grand buvard, de quoi écrire, pas d'ordinateur, mais une dizaine de dossiers classés par date, dans des chemises. Le bureau ressemblait à celui d'un élève studieux et appliqué. « Je vais sortir les photos des dossiers, tu me diras si tu reconnais quelqu'un, » m'a expliqué Vallotton. Corty était visiblement un obstiné. Les enquêtes qu'il n'avait pu résoudre lorsqu'il était flic, il les avait poursuivies pendant sa retraite. Parfois, avec succès. Vallotton a rapidement écarté les affaires résolues pour s'intéresser aux affaires en cours. En ouvrant une des chemises, il a esquissé un sourire. « Quel dingue, celui-là. Il planchait encore sur l'affaire des diamants Cartils. » Vallotton s'est aperçu de mon ignorance. Il m'a expliqué qu'il s'agissait d'une des plus grosses affaires de bijoux non encore élucidées à ce jour. « Il y a une trentaine d'années, 4 hommes ont dévalisé la bijouterie Cartils. On en a arrêté 3 grâce à des coups de téléphone anonymes, mais le 4e n'a jamais été retrouvé. Évidemment, c'est lui qui possédait le butin. Les enquêteurs de l'époque, dont Corty faisait partie, ont toujours pensé que le 4e homme avait trahi ses complices. » « C'est aussi votre opinion ?»« Naturellement. Il a voulu garder tout le butin pour lui. En interrogeant les 3 truands, on a découvert le nom du 4e, Jacques Delvaux, un petit gangster sans gloire. Interpol est à sa recherche depuis 30 ans, en vain. Et pourtant on avait sa photo, hein, regarde, c'est lui. » L'inspecteur m'a montré un cliché en noir et blanc d'un type aux lèvres minces et au menton carré. Bizarrement, j'avais l'impression d'avoir déjà vu cet homme quelque part. Je dirais plutôt que je connaissais quelqu'un qui lui ressemblait un peu. « 30 ans que Corty traquait Jacques Delvaux, » a soupiré l'inspecteur. « Eh bien, il ne mettra jamais la main dessus. C'est la vie. » Vallotton s'est tu quelques secondes, puis il a ajouté. « De toute façon, on retrouve rarement les bijoux volés. » Ah bon ? Il m'a expliqué qu'en général, dans ce genre d'affaires, les bijoux sont démontés, retaillés et revendus à d'autres bijoutiers,
le plus souvent à l'étranger. En fait, les receleurs les recyclent dans le commerce. D'ailleurs, Delvaux doit avoir plus ou moins 70 ans aujourd'hui. Il est peut-être mort. Ça fait longtemps que, pour nous, cette affaire est classée. Mais elle ne l'était pas pour Corty, ai-je répondu. Vallotton a baissé la voix. Entre nous, mon garçon, à la police judiciaire, Corty avait la réputation d'être un peu fêlé. Et l'inspecteur a ajouté le geste à la parole en appuyant un doigt sur sa tempe. Nous avons parcouru d'autres dossiers, de vieilles enquêtes pour la plupart. Vallotton m'a demandé si les noms qu'il citait me disaient quelque chose. J'ai fait non de la tête. L'inspecteur a écarté les dossiers vieux de plusieurs années. Si Corty n'a pas introduit de faits nouveaux dans une enquête, c'est que l'affaire est au point mort. Le dernier dossier était le plus récent. Dès que l'inspecteur a ouvert la chemise, j'ai aperçu le nom du restaurant. Le Potiron. Catastrophe. Peut-être mon nom se trouvait-il dans le dossier. J'imaginais déjà la phrase. Léo Niken, 132 boulevard Richard Lenoir, petit voleur de cassettes vidéo. Je compte lui rendre visite prochainement. Heureusement, je m'étais inquiété inutilement. Vallotton m'a résumé l'affaire à haute voix. Maxime Corty enquêtait sur la mort suspecte d'un dénommé Jacques Mazy, patron du Potiron. L'inspecteur m'a fait remarquer que ce restaurant se trouvait dans mon quartier. J'ai répondu par une moue qui signifiait peut-être. Ça ne me dit rien. J'ai eu l'impression que Vallotton avait avalé mon mensonge d'autant qu'il flairait une piste intéressante et s'échauffait en parcourant le dossier. Il s'est tourné vers la porte avec l'intention d'appeler Madame Corty. Inutile, elle était postée, silencieuse, juste derrière nous. Ses yeux fixaient un point imaginaire juste au-dessus de nos têtes. Elle avait écouté toute notre conversation. Je me suis rappelé la manière peu flatteuse dont le commissaire avait parlé de son mari, et j'ai eu honte. L'affaire des bijoux Cartil, a déclaré la vieille aveugle. Maxime avait une piste, il m'en parlait souvent. Il était certain de pouvoir débusquer le dernier homme, le traître. Il ne s'agit pas de ça, Madame Corty, l'a coupé l'inspecteur énervé. Jacques Mazy, ce nom vous dit quelque chose? Oui, il a été heurté par une voiture devant son restaurant. La police a conclu un accident de la circulation avec délit de fuite. Les conclusions de l'enquête n'ont pas convaincu Madame Mazy. Elle avait entendu parler de Maxime et elle est venue le voir ici. Elle voulait avoir la certitude qu'il s'agissait bien d'un accident. Et quelles ont été les conclusions de votre mari? D'après Maxime, il s'agissait d'un meurtre. Des inconnus faisaient chanter le restaurateur. Il ne les a pas pris au sérieux, on l'a assassiné. L'inspecteur avait l'impression de tenir une piste. Est-ce que le jour de sa mort, il enquêtait sur cette affaire? Oui, monsieur l'inspecteur. Vallotton était dans tous ses états. Il a demandé à l'aveugle la permission d'emporter avec lui le dossier du Potiron. Je suis d'accord pour cette fois, a déclaré la vieille dame, mais vous me le rapporterez. J'espère qu'il vous permettra de mettre la main sur l'assassin de mon mari. Comptez sur moi. L'inspecteur est sorti en trombe du bureau de Maxime Corty. Je l'ai suivi comme un petit chien. Il a pris congé de Madame Corty en quelques mots. Je vous tiendrai au courant. J'ai marmonné quelque chose comme « Au revoir, madame ». Elle a pris mon visage entre ses vieilles mains. « Bonne chance, Léo », a-t-elle murmuré. À cet instant, j'ai pensé qu'elle en savait beaucoup plus sur moi qu'elle ne le laissait paraître.